Le 18 juin dernier, le film Une place pour Pierrot était présenté en avant-première au Cinéville de Laval. Et à cette occasion, une rencontre avec la réalisatrice Hélène Médig avait été organisée. Ce film sort aujourd'hui en sortie nationale et je vous propose donc d'écouter cet entretien réalisé en juin sur ce très beau film Une place pour Pierrot. Un film qui interroge sur la place de chacun dans une société souvent peu adaptée aux fragilités, et ça à travers l'histoire de Pierrot, un homme de 50 ans atteint d'autisme, et de sa sœur Camille qui décide de le prendre chez elle suite à une surmédication dans le lieu de vie où il était accueilli. Porté par deux acteurs de renom, Marie Gillin et Grégory Gadebois, ce film, tout en finesse, est l'œuvre d'Hélène Médig, qui est venue à Laval à l'occasion de cette avant-première. Hélène Médig, bonjour. Bonjour. Vous-même, vous avez un frère autiste. Vous avez déjà réalisé un film et écrit sur cette histoire personnelle. Et avant, vous n'aviez pas trop envie de revenir sur ce sujet, je crois. Oui, alors il faut remettre juste dans le contexte, c'est donc le producteur Christophe Rossignon, qui est donc producteur chez Nord-Ouest Film, qui a produit Une place pour Pierrot. Et notre rencontre a eu lieu lors de la sortie de mon long métrage documentaire. On a 20 ans pour changer le monde. Et voilà, je suis très sensible à la ligne éditoriale de Nord-Ouest Film, au travail de Christophe en général. Et au départ, il a juste exprimé son désir de travailler avec moi. Et puis, il se trouve que je voulais adapter un livre. Et on n'a pas eu les droits, pour des raisons tout à fait compréhensibles d'ailleurs, très personnelles à l'auteur. Et c'est Christophe qui en fait, m'a mis sur cette voie-là de faire un film autour de mon histoire personnelle, mais enfin, de façon plus précise, autour de mon lien à mon grand frère Vincent. Voilà. Et j'ai résisté immédiatement parce que j'ai beaucoup exploré ce domaine. D'abord avec un moyen métrage de fiction, après j'ai écrit un récit, une grande part de ce récit est consacrée à mon frère. Je suis présidente d'une association et je disais non, il faut que je passe à autre chose, quoi. Et donc j'ai vraiment résisté de façon un peu frontale d'ailleurs. Et puis il m'a dit s'il te plaît, réfléchis. Je lui ai dit écoute, si je suis inspirée pour écrire une histoire universelle qui ne réduise pas en fait mon film à l'autisme, ça peut m'intéresser. Et 3 semaines après, je lui pitchais vraiment le film que vous avez découvert. Ce n'est donc pas seulement vraiment un film sur l'autisme, mais bien sur l'accueil de la différence. Je pense qu'en tout cas, à travers le rôle de Marie Gillin, qui représente donc l'aidante, tout le monde peut s'identifier. Après, c'est là où je fais le lien avec cette différence que je nomme une fois dans le film d'ailleurs, ou deux, très peu, parce que les personnes autistes, je le dis toujours, ont une différence tellement subtile, le spectre est tellement large, et au final, ils ont tous un point commun, c'est une sensorialité exacerbée. Ils subissent des troubles envahissants du comportement. À la fois, ils nous sont supérieurs en tout. Voilà, c'est vrai que j'ai une fascination aussi pour cette différence. Et, pardon, ma réponse, elle est trop longue, parce qu'en fait, celle que je dois vous donner, c'est que je considère que cette différence raconte chacun d'entre nous. Et c'est là où je trouve que c'est universel. Le point de départ du film, en fait, c'est que donc Camille est révoltée par la prise en charge de Pierrot dans le foyer où il est accueilli. Il est surmédicamenté, comme on l'a dit, et de ce fait, il perd beaucoup de ses capacités. Je ne sais pas si le spectateur va le percevoir, mais moi je travaille beaucoup ce qui n'est pas dit, à la fois à travers l'image, bien sûr, mais aussi beaucoup dans mon travail avec les acteurs et mes choix. C'est-à-dire que Camille, elle est avocate, comme par hasard, elle a voulu faire justice. C'est une femme qui est dans le contrôle, très coupée de sa féminité, pas du tout dans la séduction. Elle est juste belle, mais il n'y a jamais rien d'ostentatoire, d'extérieur chez elle. Et elle est en colère. Et parce qu'au final, à travers l'histoire de Pierrot, on raconte celle de Camille, qui m'intéresse beaucoup. C'est comment, tout au long du film, elle va accéder à sa nature profonde. Comment elle va trouver sa place, au final. Et voilà, et cette colère, alors peut-être que moi qui n'aime pas trop parler de ma vie personnelle, c'est un fantasme pour moi. J'ai eu très envie de passer toutes les affaires de mon frère par la fenêtre. Voilà. Mon film est vraiment un film de fiction, dans le sens où je n'ai pas vécu les situations que je développe, mais elles me constituent. Et justement, Hélène Médig, quand vous dites que vous travaillez sur ce qui n'est pas dit, Pierrot s'exprime assez peu dans ce film.
Alors c'est ce qui m'intéressait beaucoup parce que je trouve ça très cinématographique. Souvent on me dit « Ah Pierrot, c'est votre frère ». Pas du tout. Justement j'ai voulu aussi, mais pas de façon pédagogique parce que ça ne m'intéresse pas, représenter la différence autrement. Pierrot c'est un autiste typique. 85% des personnes autistes sont comme Pierrot, c'est-à-dire avec peu verbal, avec un vocabulaire, il s'exprime très bien, mais pas élaboré comme une personne Asperger, on ne dit plus ce mot, mais autiste de haut niveau pourrait l'être, avec des centres d'intérêt très restreints, mais surtout avec cette poésie, cette acuité. En fait, tout est sensoriel. Et c'est là où Grégory Gadebois, je le dis souvent, est, je pense, le seul acteur en France qui avait les épaules pour ce rôle. Il est tellement organique dans son jeu, son écoute, elle irradie. C'est très très puissant. D'ailleurs, ses partenaires, les acteurs, en parlent souvent. Quand on est face à lui en tant qu'acteur, on a un monde. Donc, quoi qu'il en soit, dans tous les rôles qu'il interprète. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup aussi d'essayer de raconter comment une personne différente qui évolue dans un environnement, on va dire, bienveillant et pas adapté, mais qui laisse la place, permet de développer les potentiels, en tout cas, vraiment de développer l'autonomie et de réduire les envahissements. Voilà. Vous avez, Hélène Médig, et on l'a dit, une grande expérience du documentaire. Là, vous avez choisi la fiction. J'avais très envie de revenir à la fiction. Enfin, je dis revenir comme si j'avais fait 50 films, pas du tout. Non, j'avais fait un moyen métrage de fiction, j'avais adoré ça, et puis je suis actrice en fait. Donc, mais c'est vrai que c'était un désir irrépressible pour moi de faire des choix. Et c'est l'endroit du documentaire où, je l'avais raconté récemment à un journaliste, on subit beaucoup en fait quand on réalise, surtout quand on est attaché à l'image. On travaille la force de l'intention avec ces personnages. Et quand on tourne un documentaire, malgré tout, il y a une narration qui doit évoluer et on pose des intentions très fortes pour que nos personnages nous délivrent la matière nécessaire à raconter une histoire. Et là, j'avais besoin de faire des choix. Donc de savoir exactement où je posais ma caméra, comment je soutenais mes acteurs dans tout ce qui n'est pas dit à travers les dialogues, mais surtout soutenir la succession d'états qu'ils traversent. Et ça, c'est l'image qui permet ça, même si je ne me considère pas du tout... moi, j'aime le cinéma simple, sans effet, sans artifice. Ce sont vraiment les cinéastes qui m'ont constitué et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et pour vous répondre à votre question dans sa globalité, j'ai aussi profité de mon expérience du documentaire pour créer un dispositif très particulier lorsque j'ai intégré des artistes autistes donc dans le deuxième décor sur la Côte d'Opale, donc avec des artistes qui font un vrai travail d'interprétation. Il n'y a pas du tout d'improvisation, mais c'est vrai que mon expérience du documentaire m'a permis de me sentir très libre avec ce dispositif qui est assez contraignant au départ, mais dans lequel on trouve beaucoup de liberté. Et voilà, je pense que j'aurais pas pu le faire de cette façon-là si j'avais pas réalisé des docs avant. Alors, les cinéphiles ont remarqué que la caméra se met souvent à distance à travers une porte ou dans un couloir. C'est vraiment une volonté cinématographique, Hélène Médig ? Oui, c'est vrai. Une porte ou des vitres, beaucoup. Peut-être parce que quand la caméra est à cet endroit, ça catalyse... J'ai rien inventé, parce que je le dis dans le dossier de presse, Woody Allen, il a ouvert la plupart de ses films comme ça. Manhattan, il travaille beaucoup comme ça. Claude Sautel a beaucoup fait aussi. Et ça permet de mettre en valeur un troisième œil, en fait. Et voilà, j'aime beaucoup que le spectateur puisse à la fois être en immersion, mais... rester à la bonne distance en fait de cette réalité qui est décrite. Quand on filme le groupe, c'est l'endroit où on identifie, on met en lumière la solitude aussi de chacun. Et j'aime beaucoup m'attarder sur ces liens. Et d'ailleurs, à un moment, Pierrot est seul à la table alors que tous les autres sont ensemble. On ne sait pas pourquoi, mais on n'a peut-être pas besoin de savoir pourquoi d'ailleurs. En fait, c'est une ou deux séquences plus tard, quand il a décompensé. En fait,
on peut imaginer que c'était un peu trop tôt pour qu'il mange comme ça en groupe avec autant de monde autour de la table. Et donc il s'isole un peu avec son casque pour déjeuner dans le calme. Mais ça aussi, je pense que ça raconte chacun d'entre nous. Il y a des gens très sensibles au bruit. Oui, mais c'est pour ça qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas un film sur l'autisme, c'est un film sur la place de chacun. Oui, je crois que c'est un très bon résumé. Je vous engage, madame, pour faire la promotion de mon film. Et si je reviens encore une fois sur le début de ce film, où Camille retire donc son frère Pierrot de son foyer, est-ce qu'il y a un message, une critique peut-être de la gestion du handicap par les structures institutionnelles ? Alors ce qui est terrible, c'est que ce ne sont pas les institutions en soi, comme ce foyer médicalisé que j'invente, qui est responsable. Cette différence qu'est l'autisme, c'est donc une errance de 70 ans, voire presque un siècle, où on ne diagnostiquait pas l'autisme correctement. On parlait de personnes psychotiques, bipolaires, schizophrènes. Et c'est cette errance qui a généré en fait cette surmédication dans de très nombreuses circonstances. Et encore aujourd'hui. Maintenant, je le dis souvent, accompagner les personnes autistes, c'est une révolution. C'est l'histoire du XXIe siècle. Car ça fait très peu de temps qu'on a des recommandations des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, c'est 2014, que les scientifiques ont vraiment affirmé qu'avec des outils qui travaillent la temporalité, la sensorialité, comme je le fais dans le film avec les pictogrammes, je ne l'explique pas, mais ce sont des outils, ça fonctionne. C'est pas un tour de magie, mais ça fonctionne. Voilà, donc c'est plus de la méconnaissance, mais c'est vrai qu'on a tout à faire, bien plus que de créer des lieux adaptés d'ailleurs, mais former des équipes, former des psychiatres. Moi, je suis allée dans des universités voir des psychiatres en dernière année pour les supplier de se spécialiser aussi, vraiment de connaître ce diagnostic très précisément et quels sont ces outils pour mieux accompagner. Voilà. Et Hélène Médig, c'est finalement assez logiquement que vous avez intégré des personnes autistes dans votre équipe d'acteurs, mais ce n'était pas forcément facile non plus. Alors moi, j'avais déjà fait l'expérience avec mon frère, qui est un super acteur. Pareil, dans mon moyen-métrage, il n'y avait pas une once d'improvisation. Les personnes autistes ont ce grand talent. Ils ne sont pas tous, c'est pas tous des bons acteurs, mais la plupart du temps, parce qu'ils sont ici et maintenant. Et c'est quand même ce qui est demandé à un acteur au départ. Hein. Action, ici et maintenant. Ils sont incapables de mensonges, incapables de dissimulation. Donc moi, le seul travail que j'ai à faire, c'est de les mettre en situation. Voilà. Et oui, et de les dégager des contraintes techniques, donc de les familiariser avec la caméra, avec l'équipe. Et donc le travail que j'ai fait en amont, c'est de les voir beaucoup avant, de leur raconter l'histoire, à chacun d'eux, hein, individuellement et collectivement, à faire en sorte qu'un lien se crée entre eux aussi, et à leur permettre d'oublier en fait plus le poids de la technique qu'autre chose. Parce que sinon, ils ont tout à nous apprendre en termes de jeu, sincèrement. Et dans le film, la chanson « Ce n'est rien » de Julien Clerc revient à plusieurs reprises. Ouais, c'est la chanson de Pierrot. Et j'ai choisi cette chanson et j'ai beaucoup de gratitude pour Julien Clerc qui nous a permis d'utiliser cette chanson magnifique. Déjà, je voulais une chanson qui vraiment fasse appel à l'inconscient collectif, qui ne connaît pas « Ce n'est rien ». Et je trouve que c'est la chanson qui symbolise le mieux l'impermanence, que tout passe, qu'on traverse l'ombre et la lumière. Et la vie de Pierrot, c'est ça. Mais la vie de Pierrot, comme la vie de Camille et des autres personnages. Voilà, ce n'est rien, le temps passe. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Combien la force d'une chanson peut apaiser. Voilà. Ce film, je dirais qu'il est extrêmement émouvant et très pudique. Et justement, si on parle d'émotion, vous disiez tout à l'heure que les personnages ont une quête d'une autre place. Est-ce que c'est une quête dont ils sont conscients ? C'est pas tout à fait sûr, par exemple, pour Camille, la sœur de Pierrot, qui a tendance peut-être à mettre sa vie entre parenthèses, mais volontairement. Non, je pense qu'elle est en quête aussi, en quête de se rencontrer, elle. Mais c'est une thématique autour de l'identité aussi concernant le personnage de Marie Gillin qui m'intéresse beaucoup. En dehors de son contexte familial, hein, qu'est-ce qui nous constitue en fait ? À quel point notre filiation, notre éducation nous conditionne au niveau identitaire ? À quel moment dans notre chemin de vie on devient libre vraiment ?
Voilà. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup obsédée. Et donc la quête de Camille, oui, c'est d'accéder à qui elle est vraiment, en dehors, effectivement, de ce contexte de vie qu'elle connaît depuis l'enfance, de cette colère, je pense, qui a pris beaucoup de place. On voit bien que ça l'a conditionnée professionnellement à plein d'endroits. Elle a sûrement, très probablement, quitté le père de sa fille pour de mauvaises raisons. Voilà, mais je pense qu'elle a... Je pense que sa quête, on la ressent quand même dans ses contradictions. Et quand je dis que tous les personnages sont en quête, peut-être à part Gino, qui lui s'est trouvé, Gino, qu'interprète Patrick Mill, est le seul... Pardon, qui est le patron du restaurant qui accueille un temps Pierrot pour faire des ateliers. Oui, exactement. Et qui est un décor qui revient. Je voulais créer ça dès le départ à l'écriture. Créer un refuge. Vous savez, l'endroit de la société qui fonctionne bien. C'est-à-dire que Gino, il s'est rencontré, lui. Il a fait des choix. Il a ce restaurant. Il va chercher ses légumes qui poussent dans des terres saines à 2 heures de Paris. Il est homosexuel, mais c'est OK parce que voilà, on n'en fait pas un sort. Enfin, je veux dire, tout est libre chez lui. Et c'est d'ailleurs lui, c'est ce personnage qui permet à Camille de faire tout son parcours. Et c'est le seul personnage qui traverse tous les décors. Mais les personnages de Marianne Bassler et de François Vincentelli aussi sont en quête. Vous voyez, j'avais envie de créer des personnages au destin un peu brisé. Ces 2 personnes viennent d'un environnement complètement différent. Le personnage de François Vincentelli a fait un burn-out et en fait, il trouve du sens à s'inventer une vie différente avec des personnes différentes. Alors, pardon, je précise juste pour les auditeurs que en fait, ce sont les 2 personnes qui ont monté une ferme dans les côtes d'Armor, le Côte d'Opale, voilà, et qui vont accueillir et donner un espace aussi de lumière à Pierrot. Donc, pardon, je vous laisse. Je vous en prie. Oui, c'est ça. Donc très expérimental. C'est pas, je le précise, c'est pas un lieu qui existe d'ailleurs. Tout ça est vraiment du cinéma et de la fiction, et c'est très joyeux. Mais voilà, je pense que même le personnage d'Emma, alors elle est adolescente, donc les adolescentes sont en quête aussi, heureusement, beaucoup, mais elle aussi, elle veut transformer quelque chose. Pardon, je précise toujours, Emma qui est la sœur de Camille, qui est la fille de Camille, et qui donc se trouve être obligée de vivre avec son oncle. Et effectivement, il y a un moment, il y a une émotion très très belle, très finement amenée, où il y a pas de grand... Enfin, on n'épilogue pas dessus, mais c'est très très beau, où elle est très ambivalente finalement. En fait, à la fois, elle en peut plus de cet oncle qui est différent, et puis en même temps, elle s'en veut de plus en pouvoir, et parce qu'elle l'adore. Oui, exactement. Ben voilà, vous avez très bien résumé. C'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est la voix de la raison, Emma, qui a 14 ans dans le film, qui dit à sa mère, mais maman, on n'a pas de chambre d'amis, comment on va faire? Elle subit déjà une séparation, comme le dit son père, qui est interprété par Vincent Elbaz. C'est très récent, cette séparation, donc elle est déjà en train d'apprendre à vivre autrement, et elle va devoir, subir un choix qu'elle n'a pas fait, elle, et tout en adorant son oncle, et avec qui, je crois qu'on le ressent dans le film, elle a un lien très privilégié. J'ai trouvé aussi que c'était qu'Une place pour Pierrot, c'était un film aussi positif, même si parfois on voit que dans la société, par exemple dans le métro ou dans une autre file d'attente, les gens sont... Alors, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon ordre, mais impatients, donc agressifs et donc méchants, ou alors ils sont méchants par nature, et on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette ambivalence en fait, parce qu'à côté, il y a Janine et Michel qui sont extraordinaires. C'est Mathilde et Jean. Voilà. Oui, je voulais opposer la ville à la nature, ça m'intéressait beaucoup. Bien que j'adore la ville aussi, mais c'était intéressant parce que ça nous raconte aussi comment... c'est drôle, un spectateur hier soir me disait ça en projection. Il dit, moi, je m'identifie complètement à Pierrot, quoi. Parce que quand je le vois ne pas s'adapter au bruit de la ville, au flux permanent, à cette agressivité intrinsèque, en fait, que l'on subit tous dans les grandes villes. Et effectivement, il est obligé de se protéger d'un casque...
comment dire, de faire un pas de côté régulièrement pour pouvoir s'adapter. Et quand il arrive en bord de mer avec une nature qui est pourtant très puissante, avec beaucoup de vent, ça pourrait être effrayant aussi, ce rythme des marées, au final, c'est l'endroit où il trouve sa liberté. Et où il trouve sa place. Et est-ce que c'est pas ça aussi la clé, finalement, sa promesse? Une promesse de place, ouais. Et est-ce que c'est pas ça aussi, effectivement, le message de votre film, en fait, hein, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, hein, que chacun puisse trouver sa place et être écouté, être à l'écoute. Oui, je dis souvent, une place pour Pierrot, c'est une place pour chacun de nous, je crois. Ouais. Et alors, j'aimerais quand même, avant qu'on termine, Hélène Médic, qu'on dise un petit mot de la maison, des maisons de Vincent que vous avez créées. Que je vous raconte mon association. Je l'ai créée en 2019. C'est donc l'émission de l'association, c'est de créer des lieux d'accueil adaptés aux personnes adultes autistes, mais en lien avec un projet inclusif qui soutient la transition écologique, voilà, qui promeut l'agroécologie entre autres, ou l'agroforesterie. Et on le fait avec, sous deux formes. Quand on est en ville, on crée une épicerie, on distribue les produits bio et locaux de la région, il y a tout un système de restauration, on a un stand sur la place du marché, etc. Et on fait du maraîchage aussi. Ou quand on a la possibilité de créer une ferme en agroécologie et un projet d'agroforesterie, là, on développe beaucoup ce maraîchage et on vend nos légumes. Donc, ça permet à des personnes différentes de rendre accessible une nourriture saine aussi. Tout ça est interdépendant. Et c'est vrai que la symbolique un petit peu primaire, c'est que j'ai souvent relié le fait qu'on était au niveau de notre agriculture à bout de souffle, puisqu'en fait nos sols sont morts depuis longtemps maintenant et qu'ils n'absorbent plus de toute façon les pesticides. Il ne s'agit pas de critiquer l'agriculture en conventionnel, c'est juste que ça ne marche plus. De la même manière qu'il est inutile de provoquer une surmédication à une personne qui peut fonctionner autrement. Voilà. Il y a beaucoup de messages et effectivement par rapport à l'agriculture, c'est sans doute pas un hasard. Hein. Si le dossier que Camille défend, c'est celui d'un agriculteur qui était trop exposé, surexposé aux pesticides. Absolument. Et ça, c'est quelque chose en fait très jeune, et je crois que c'est grâce à mon frère. J'ai été, je me souviens quand j'avais 18 ans, mes amis du Conservatoire de Paris, à chaque fois qu'ils me voyaient arriver, ils disaient « Oh non, elle va encore nous emmerder parce qu'on ne mange pas sainement ». Et j'allais déjà chercher des produits. J'ai toujours été obsédée. Je pense que c'est mon frère qui m'a éveillée. Quand moi, petite et lui, adolescent, on regardait des champs avec des... Quand ils étaient en train d'arroser, ça sentait extrêmement mauvais. Et mon frère disait « Mais pourquoi on met des produits qui sentent mauvais à ce point toxiques sur les futurs légumes ?» Et voilà, c'est quelque chose aussi qui m'a constituée. Mais c'est qu'une quête de sens en fait. Voilà, merci infiniment parce que je crois qu'il faut que je vous rende au public qui va vous attendre. Merci beaucoup Hélène Médic d'être venue nous présenter, nous parler vraiment de ce film Une place pour Pierrot, qui est, comme je le disais, un film très doux, très beau et dont on sort avec l'envie de se retrousser les manches et de peut-être de changer un petit peu le regard et de changer un petit peu le monde. Ouais, et d'être à l'écoute. Et j'espère que mon film pourra rassembler. C'est vraiment le vœu que je fais, très humblement. Merci à vous. Voilà, vous l'aurez compris, je suis très enthousiaste pour ce film, Une place pour Pierrot, qui est aujourd'hui en sortie nationale et déjà présenté dans plusieurs cinémas, dans les bons cinémas mayennais. Donc, guettez les affiches et